Avec son célèbre château, son bourg médiéval et ses musées, Gruyère ne manque pas d'atouts. Le tourisme représente une part non négligeable de l'économie locale. Le problème, c'est évidemment qu'avec la crise sanitaire mondiale, les visiteurs asiatiques, russes ou américains vont se faire plutôt rares au pied du Molaison. La petite ville de Gruyère doit donc se réinventer, se réorienter pour accueillir cet été des touristes suisses. Reportage Viviane Gabriel, Jochen Bechler. Comme dans un conte, le château de Gruyère se réveille après un sommeil de 2 mois. Un réveil difficile. Dans la cité médiévale, les touristes sont rares. Conséquence de leur absence, un volume d'affaires en baisse de 35% en moyenne selon Suisse Tourisme, soit un retour au niveau des années 60. Dans ce restaurant de la place, tout tourne au ralenti. Les groupes d'Américains, d'Asiatiques et même de Suisses qui se succèdent d'habitude chaque jour à cette période de l'année ont déserté l'endroit. Du coup, les patrons ont changé la carte pour séduire la clientèle du coin. On essaie de les faire revenir pour leur faire découvrir que Gruyère, ce n'est pas que touristique étranger, c'est aussi au niveau local. Donc on a décidé de garder des mets de fromage. Mais pour les gens qui sont de la région, on a aussi d'autres plats, tels que la charbonnade ou la fondue bourguignonne, qui sont des plats qui ont fait davantage au restaurant maintenant qu'à la maison. Au-delà des groupes, ce sont aussi les mariages que l'établissement a perdus. À Gruyère, à la belle saison, il peut y en avoir jusqu'à 4 par jour. Et les apéritifs qui vont avec. C'est vraiment très prisé. Une fois que les mariés voient la terrasse, ils sont tout de suite subjugués par la beauté du panorama. Et puis c'est vrai que là, c'est délicat ces derniers jours. On n'a pas beaucoup de visites. Pourtant, cette période-ci, il y en a beaucoup qui commencent déjà à réserver pour l'année prochaine, en fait. L'absence des visiteurs se fait aussi sentir dans cette boutique de souvenirs. Bilan de la première semaine d'ouverture en mai, 12 francs de caisse, contre 1000 francs par jour en cas de forte affluence. Au niveau du magasin, la reprise n'est pas bonne du tout, je dirais. Heureusement qu'on a le fromage, les mélanges fondus, la double crème qu'on fabrique sur place ici à Gruyère. C'est ce qui nous a sauvés un petit peu, parce que les gens qui viennent à Gruyère veulent repartir avec un mélange fondu. Mais tous les souvenirs suisses, les magnets, etc., ça on peut laisser tomber pour l'instant. Carla Ducret gère aussi ici un hôtel avec ses 2 fils. Ils accueillent normalement des clients du monde entier. Ce sont les Suisses allemands qui les ont remplacés. J'ai mon fils qui parle très bien anglais. Moi, pas du tout, mais je parle mieux l'allemand. Donc, en général, c'est moi qui appelais mon fils pour dire « Écoute, viens », parce qu'il parle l'anglais, je préfère que tu fasses. Maintenant, c'est le contraire, on a bien ri. Parce que c'est mon fils qui m'appelle « Maman, viens », parce que tu sais mieux l'allemand que moi. On est très contents parce que les Suisses jouent le jeu pour l'économie, mais ça ne compense pas du tout l'absence de tourisme étranger. Donc on a perdu vraiment beaucoup de monde. Et là, on a un taux d'occupation pour le mois de mai de environ 10 à 15%. Et l'année passée, à la même date, c'était plus de 70% de taux d'occupation. Donc on a une nette baisse. Et on remplit à nouveau maintenant gentiment chaque jour des téléphones, des mails, on remplit, mais la reprise est lente. Mais on remplit pour juillet, août, jusqu'à décembre. Pour accélérer le mouvement, l'hôtel a baissé un peu ses prix pour les familles. C'est aussi aux familles et au public suisse que l'Office du tourisme a pensé en préparant son programme d'animation. Il mise sur le patrimoine et l'histoire que les visiteurs pourront découvrir grâce à des tours guidés de la cité. Après, c'est sûr qu'il y a Gruyère, mais il y a aussi les alentours. Dans le sens, les gens viennent à Gruyère un moment, puis après, ils peuvent facilement aller se promener. Puis c'est vraiment un peu ce qu'on essaie de mettre en avant, c'est que ça va pas être des gros rassemblements, des gros groupes, parce qu'on sent bien que les gens sont pas encore prêts à ça. Se réadapter pour ne pas perdre la saison, voire se perdre complètement. C'est ce qui a failli arriver au château de Gruyère, qui est passé à 2 doigts de la faillite. Le château est un établissement qui est autofinancé, donc l'essentiel de nos revenus sont assurés par la billetterie à la boutique. Et effectivement, on a rencontré de gros problèmes financiers à cette période-là, car c'est aussi une période qui correspond à un grand afflux de visiteurs, avec Pâques et l'Ascension. Donc fort heureusement, cette année, on a pu être aidé par le canton de Fribourg, qui nous soutient jusqu'à la fin de l'année.
Une aide à fonds perdu qui pourrait atteindre 845 000 francs. Le château n'est pas le seul à se retrouver en difficulté. La faillite guetterait 25% des acteurs du tourisme en Suisse. Dans son musée dédié aux gruyères, au pied de la cité médiévale, Fabienne Porchet compte bien passer entre les gouttes. Mais le tableau n'est pas rose. 70% des visiteurs viennent de l'étranger et les annulations se sont enchaînées pour des visites prévues jusqu'à la fin de l'année. Il y a des jours où j'étais dépitée, je me disais, mon Dieu, mais c'est incroyable, je fais que de tracer, d'annuler, de classer dans des onglets annulés. Et puis après, gentiment, on a eu des reports, ça veut dire des gens qui annulaient mais qui disaient, ah mais rassurez-vous, on viendra l'année prochaine ou on viendra un peu plus tard. Donc ça faisait déjà un peu de baume au cœur. Mais dans l'immédiat, ce n'est pas suffisant. Elle s'est donc résolue à casser les prix, à proposer sur des sites internet des billets d'entrée à 4 francs au lieu de 7. Pour l'instant, ce n'est pas encore la grande affluence à l'accueil. Alors, ce week-end, il y a eu en fait 50 personnes entre 9h et 15h. Et puis ensuite 7 personnes entre 15h et 18h. Donc effectivement, tu as dû être un petit peu toute seule ici. Oui. Et puis sur tout le week-end, ça fait un 15% par rapport à l'habitude. C'est peu, et ça laisse peu de place à l'optimisme quant à l'état des comptes à la fin de l'année. Même si la fréquentation augmente, elle restera plafonnée par le plan de sécurité sanitaire. Une grosse journée avant, c'était 1300 personnes. Covid oblige, c'est désormais 3 fois moins. Avec un tiers de chiffre d'affaires, est-ce qu'on tourne ? On devra puiser dans des réserves. C'est clair qu'on ne tourne pas, c'est pas possible. Mais il faudra examiner la situation à ce moment-là. Mais on n'a pas le risque de fermer, quand même, parce qu'on a ces réserves. Mais après, ça peut prétériter l'avenir globalement. Un avenir incertain pour tous. Ils espèrent voir revenir le plus tôt possible leurs visiteurs lointains, à l'image de l'acteur américain Christopher Walken, un habitué de la boutique de Carla. D'ici là, ils feront tout pour que Gruyère tienne debout, même avec moins de monde. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Malik. Alors avec les recherchistes d'À bon entendeur, vous avez enquêté pour savoir un peu quels sont les prix qu'on pratique en Suisse cet été. Comment est-ce que vous avez fait ? Oui, alors on est passé par les sites des offices du tourisme officiels en Suisse et puis on a essayé de faire une réservation pour la première semaine d'août pour une famille, 2 adultes, 2 enfants. On a noté les prix les plus bas, les plus hauts, mais on ne s'est pas préoccupé de la qualité de ce qu'on nous proposait. Et puis, cette famille théorique, elle hésite entre la Suisse romande, les Grisons et le Tessin. Et puis, pour l'hébergement, elle hésite entre l'hôtel, on a choisi 2 ou 3 étoiles, le camping, le bed and breakfast et carrément louer un appartement. Oui, alors, qu'est-ce que ça donne ? Alors, ce que ça donne, c'est qu'il faut se dépêcher parce que les biens intéressants partent rapidement en cette période pour le mois d'août. Et maintenant, si on parle des prix, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors, pour les campings, on est parti sur une tente familiale. Alors, il faut savoir que dans un camping, on réserve la place, on paye par personne, par enfant, on paye pour la voiture et puis on paye des taxes de séjour. Alors, on a trouvé des prix entre 171 francs pour un camping basé dans le Jura, puis ça montait jusqu'à 980 pour un camping 5 étoiles vers le Carnot. Oui. D'accord. Sur une cinquantaine de campings que nous avons trouvés, on peut dire que la moitié coûtait à la semaine moins de 330 francs. Ouais, donc c'est raisonnable. Oui. Qu'est-ce qu'il en est des appartements à louer ? Alors, pour les appartements, 388 francs du côté de Port-Entruy, et puis ça monte jusqu'à la modique somme de 14 737 francs la semaine à Davos. Plus sérieusement, sur la septantaine d'appartements trouvés, la moitié coûtait moins de 1090 francs la semaine. Et puis en Valais et dans les Grisons, la moyenne, c'est plutôt autour de 1900 à plus. 1900 francs pour une semaine. Ouais, pour une semaine. On passe maintenant au bed and breakfast. Bed and breakfast, 735 francs à Jaun, dans le canton de Fribourg, et ça monte jusqu'à 3500 francs à Genève. Wow. La moyenne coûte 1450 francs environ. Enfin, on termine avec les hôtels. Des hôtels, donc 2 ou 3 étoiles, une chambre pour 4 personnes ou alors 2 chambres. Oui. Quels sont les prix en gros ?
Et puis quand on ne trouvait pas 2-3 étoiles, on a pris ce qu'on trouvait. Hein. Le moins cher est à Goumois, 980 francs pour une chambre familiale. Et puis 6800 francs pour une chambre avec cuisine, oui, dans un 3 étoiles cette fois, à Lens, au Grison. La moitié des 66 hôtels sont en dessous de 2130 francs environ. Puis on a des différences cantonales. Le prix moyen dans le Jura, c'est 1400 francs, alors qu'à Genève et Neuchâtel, on est plutôt autour des 2000. D'accord. Et puis, dernière chose, Stéphane, est-ce qu'on peut donner quelques conseils aux gens avant de réserver? À quoi est-ce qu'il faut être attentif? Alors, il faut bien sûr vérifier si le petit déjeuner est compris ou pas, vérifier si vous pouvez annuler. Je dirais aussi téléphoner pour connaître la condition réelle de la chambre, où elle se trouve exactement. Négocier aussi les prix pour les enfants, notamment dans les bed and breakfast. Et puis, faites attention à la géolocalisation, parce que sur les sites, on vous propose des sites à des logements à distance de vol d'oiseaux, et parfois, on est surpris, il y a une vallée entre deux. Ouais, donc beaucoup de voitures. Beaucoup de voitures. Très bien, merci pour toutes ces informations et très bonne soirée à vous, Stéphane. Et si, en plus d'être local, les vacances pouvaient être durables? Avec l'urgence climatique qui grandit, de plus en plus de consommateurs sont sensibles à la dimension écologique de leur acte, y compris, bien sûr, pendant leurs vacances. L'an dernier, une association alémanique, Fernweh Schweiz, a publié une brochure pour donner quelques pistes aux touristes en matière de loisirs et d'hébergement durable. Cette brochure, on la trouve désormais en français. C'est l'occasion de faire le point sur l'écotourisme en Suisse romande. Reportage Pascal Drault, Jean-Marc Chevillard. À Bienne, entre Jura et Lac, se trouve le SANU, Institut pour la formation continue et le conseil en développement durable. Ancienne étudiante dans ses murs, Sandrine Roux a coécrit avec 3 de ses collègues une petite publication éditée par l'association Fernweh Schweiz, l'esprit d'aventure en français. De quoi donner quelques idées de vacances en Suisse avec le moins d'atteinte possible à l'environnement. L'écotourisme, c'est un tourisme responsable au niveau économique, au niveau social, au niveau écologique. Au niveau écologique, c'est-à-dire avoir une empreinte carbone très faible. Responsable au niveau économique, ça veut dire qu'il participe au développement du territoire, des autres acteurs. Ça veut aussi dire qu'il offre des salaires équitables, c'est aussi une partie de gouvernance. Le tourisme durable, c'est aussi le tourisme qui n'empiète pas sur les ressources des générations à venir. Le but de la démarche est également de responsabiliser le touriste, de lui faire prendre conscience que c'est à lui de faire des choix. Nous avons lancé une brochure positive, une brochure avec des comparatifs, donc des éco-bilans, et on compare Berlin à Winterthur. Ça peut paraître être une blague, mais en fait, si c'est pour faire un week-end rapide et voir les musées, la musée Munzel, on peut aussi aller à Winterthur et visiter les fondations. Et le bilan écologique sera 30 fois inférieur. Si on veut diminuer nos émissions de CO2 de 45%, comme le stipule l'accord de Paris, il faudrait finalement renoncer à 1 voyage en avion par an, quand on en fait 3. Voilà, tout simplement. Donc un peu de résilience, mais un touriste responsable, c'est aussi un touriste heureux, et c'est pour ça qu'on a offert les alternatives aux aventuriers, aux amateurs de culture, aux familles et aux alternatifs. On leur a dit, voilà, si tu veux aller voir les glaciers en Patagonie, viens aussi voir ceux d'Aletsch. La mobilité et les transports sont bien sûr le principal problème concernant l'environnement. En optant pour des vacances en Suisse, ce problème est atténué. Reste alors à choisir des activités et surtout un hébergement en accord avec le développement durable. Les matériaux ont une importance. Ensuite, il y aura toute la gestion de l'électricité. Est-ce que c'est avec des panneaux solaires, des énergies renouvelables et tout le service aussi lié au tri des déchets. Éviter les pollutions dans l'environnement. Visite dans un établissement de Nax en Valais, un 4 étoiles de 8 chambres, axé sur le bien-être, utilisant l'énergie solaire, imaginé et conçu dès 2009 avec des murs en bottes de paille compressées, entourés d'argile et de chaux. J'avoue qu'au début, quand on communiquait que cet hôtel était écologique, ici en Suisse romande, on avait un peu de mal. Les gens associaient écologie avec un manque de confort, par exemple. Et puis, on sent quand même un changement dans la mentalité. Aujourd'hui, quand on dit on est un hôtel
écologique, c'est plutôt un plus. La construction d'un bâtiment éco-responsable a un coût non négligeable. On a conçu l'hôtel dès le départ de cette façon. Mais il faut considérer une chose. Sur la durée, nous faisons 35 à 40 000 francs d'économie en énergie par année. Ça allège le budget à frais. L'hôtel aurait pu postuler pour obtenir un label marquant et garantissant son caractère écologique. On ne l'a pas fait finalement parce qu'il y avait trop de contraintes, il faut faire remplir des formulaires, il faut payer chaque année, je ne sais pas combien, je ne me rappelle plus, payer pour faire partie du club si vous voulez. Et on s'est dit, mais nous, c'est le seul hôtel en Suisse, peut-être en Europe, qui dès le départ était conçu d'une façon écologique. Je pense qu'on n'aura pas du mal à communiquer ça. Quand on a le contact local avec les gens du coin, on leur fait confiance sur la qualité du produit, même s'il n'y a pas un label. Mais c'est valable pour la population locale. Après, je pense que pour le rayonnement extérieur, pour la visibilité auprès des touristes internationaux, je pense que le label risque d'être indispensable. Le concept du label à caractère écologique pour les établissements hôteliers n'est pas encore très développé en Suisse. Le label Ibex Fersté, originaire des Grisons, est le plus répandu. Il est représenté en Suisse romande par la société Ecolive, établie à Bellevue. Ça permet de garantir que l'établissement a mis en place toute une série d'actions adaptées à sa configuration, à son altitude, au fait qu'il soit en pleine ville ou au contraire en montagne ou à la campagne, mais qu'il a fait effectivement une démarche et qui continue de faire une démarche pour protéger l'environnement, pour protéger les aspects sociaux, pour continuer de s'ancrer de manière très régionale et d'avoir en fait un management efficace. La procédure de labellisation, pour être crédible, doit être menée de manière clairement indépendante. Non seulement l'organisation Ibex en tant que telle est un organisme indépendant, mais en plus de ça, l'auditeur est indépendant par rapport à Ibex. Ce label, s'il est encore peu fréquent dans l'hôtellerie, est attribué à toutes les auberges de jeunesse en Suisse. Comme ici, à Montreux, où un contrôle a lieu tous les 3 ans pour garantir la conformité aux exigences du label. La durabilité, c'est un thème, ce qu'on a déjà des années dans les auberges de jeunesse. Et pour nous, c'est vraiment la seule possibilité de montrer aux clients qu'est-ce qu'on fait dans ce cadre-là. Dans les vieux maisons, ouais, c'est un peu plus difficile parce que là, ouais, on doit regarder quand on doit changer les fenêtres, la chauffage, beaucoup de choses qui seront autour. Et après, c'est clair, ce qu'on va regarder, la régionalité, l'achat dans la régionalité, aussi si on construit, on essaye de travailler avec du monde qui vient de la région. Dans la partie l'eau, on essaye de diminuer dans les douches, dans les toilettes. Dans les produits de nettoyage, nous sommes en train de changer sur un produit qui est 100% biologique. Pour nous, c'est vraiment d'avancer, jamais de rester sur place. La certification par le label a bien sûr un prix, des 4 600 francs pour 3 ans pour un petit établissement fixé au prorata du chiffre d'affaires. C'est un investissement, mais il permet de rester à jour écologiquement parlant. En développant ce regard critique, systématique, ça permet effectivement de faire des économies qui rentabilisent finalement les investissements qui sont faits pour la mise en place d'un label de ce type-là. Le nombre de labellisations progresse, mais lentement. Les vacances vertes ne sont pas encore véritablement structurées. Du travail pour les écoles de tourisme. Au niveau de la formation, je pense qu'il y a énormément à faire. Pour moi, elle est embryonnaire. Les mentalités ont changé. Aujourd'hui, les attractions naturelles sont quand même considérées comme des attractions extrêmement puissantes pour générer aussi une économie touristique forte. Et je pense qu'on en est juste au début et que l'enseignement doit encore plus s'engager là-dedans pour bien faire comprendre que ce marché, il est de très grande importance aussi pour la Suisse, qui vend justement sa nature. Et puis, quand je vois mes étudiants, il y a vraiment une envie de vivre dans un monde meilleur. Ils sont très
très attaché à tout ce qui est préservation de l'environnement, à une gestion aussi du tourisme de manière durable. Donc tout ce qui a trait à cette durabilité doit être enseigné avec force. Bonsoir Christophe Hans. Bonsoir monsieur. Vous êtes en charge, disons, de tout ce qui est relation avec la politique économique à Hôtellerie Suisse, donc l'organisation fêtière des hôtels suisses. Alors, on vient de voir un reportage sur le tourisme durable en Suisse, un tourisme qui a son label. Cette année, il y a aussi un label nouveau qui apparaît, c'est le label qui s'appelle Clean and Safe, donc propre et sûr. Un label qui s'appliquera aux hôtels, mais aussi aux campings, aux restaurants, etc. Alors, quel est le but? C'est de rassurer les gens par ces temps de coronavirus? Exactement. En fait, c'est un label qui a été mis en place par Suisse Tourisme pour tous les prestataires du tourisme. Le consommateur trouve sous ce label Clean and Safe toutes les informations dont il a besoin, s'il a besoin d'être rassuré. Par contre, Christophe, ce qui est bizarre, c'est que ce label, d'habitude, ces labels, ils sont toujours contrôlés par un organisme indépendant. Les labels bio, par exemple. Celui-là, il n'y a personne qui va contrôler. On dirait quand même un peu du marketing. Non, c'est pas un label de certification, c'est un label de communication. De marketing, donc. Oui, si vous voulez, mais on répond à un besoin des gens qui ont envie d'être renseignés ou qui sont peut-être pas tout à fait sécurisés. Je crois qu'on l'a vu autour de nous durant cette crise. Il y a des gens qui ont réagi de façon... Qui ont peur. Oui, exactement, et il faut respecter ces peurs. D'accord. Donc, ce label s'adresse particulièrement à ces gens. On a vu tout à l'heure dans le reportage sur Gruyère, on dit 35% de fréquentation en moins cet été en Suisse. On retourne dans la situation des années 50, 60. Est-ce que c'est une crise grave, selon vous? Oui, je crois que c'est la crise la plus grave que l'on ait connue jusqu'ici, parce qu'auparavant, on a connu 9/11, on a connu le SARS, la grippe aviaire et le Francfort, et chaque fois, c'était des crises sectorielles. Une fois, ça a touché les Américains, une fois, ça a touché les Asiatiques, une autre fois, les Européens. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés à une crise qui touche tous les marchés. En même temps. Tous les marchés en même temps. Et tous les efforts que nous avons faits pour diversifier justement la provenance des hôtes, aujourd'hui, tombent à néant. Dans le reportage sur Gruyère, on voit une hôtelière qui dit pour essayer de compenser un peu l'absence des gens, j'ai décidé de baisser un peu les prix pour les familles. Est-ce qu'il ne faut pas baisser le prix des hôtels en Suisse? Est-ce que les hôtels ne sont pas trop chers aujourd'hui? C'est une des choses qui font que ça va mal. Alors, nous ne recommandons pas de baisser les prix pour la simple et bonne raison qu'un prix, c'est une prestation. Elle est calculée au plus près. On ne fait pas beaucoup d'argent dans l'hôtellerie. Les marges sont extrêmement petites. Et en plus, ce que vous avez gagné, vous le réinvestissez dans votre exploitation. Ça va servir à la rénovation, ça va servir à mettre à jour, à la compétitivité de votre établissement. Mais Christophe Hans, il y a quand même des fois des situations un peu absurdes quand on parle de prix. Je vais vous parler d'une information qui nous a été signalée par un téléspectateur. Regardez, on est sur le site STC Switzerland, que vous connaissez, puisque c'est un site officiel, c'est une filiale des CFF, de Hôtellerie Suisse et de Tourisme Suisse. Si vous réservez un voyage pour 2 personnes, disons par exemple un Bernina Express classique, sur 3 jours, 2 nuits d'hôtel 3 étoiles, et que vous n'avez pas d'abonnement général ou demi-tarif, et que vous n'êtes pas résident en Suisse, si vous n'habitez pas en Suisse, vous allez payer 1004 francs. Maintenant, si on refait l'exercice, et c'est ça qui a choqué le téléspectateur, avec le même Bernina Express, aux mêmes dates, tout pareil, mais par contre vous êtes résident en Suisse, ça va vous coûter 1108 francs. Ça fait 104 francs de plus pour un Suisse que pour quelqu'un qui n'habite pas en Suisse. Comment est-ce qu'on l'explique et comment est-ce qu'on le justifie? Oui, alors il y a une offre pour le tourisme étranger qui s'appelle le Swiss Travel Pass, je crois, et qui justement donne sur 3 jours, vous avez la possibilité d'utiliser les transports publics pour un prix déterminé. Et cette offre n'existe pas pour les Suisses. Maintenant, vous avouez que c'est quand même un peu bizarre parce qu'on fait des énormes campagnes pour attirer les Suisses pour qu'ils passent leurs vacances. Et puis tout d'un coup, on se retrouve avec 100 francs de plus à payer. Des fois, c'est beaucoup plus, suivant les offres. Oui, bien sûr. Mais ce que je voudrais dire au consommateur, c'est qu'il a la possibilité de mettre toutes les offres en comparaison
Et aujourd'hui, vous avez la possibilité de vous informer grâce justement à la transparence qu'offrent les sites internet, les médias sociaux. Vous pouvez voir aussi dans quel hôtel vous allez dormir. Vous pouvez même quasiment savoir dans quel lit vous allez dormir, avec quel matelas et autres. Et donc, je pense qu'un consommateur averti est un consommateur informé. J'aimerais quand même dire un mot sur les coûts en Suisse, parce que, évidemment, la Suisse est chère pour une destination de vacances. Il y a un côté un tout petit peu subjectif. Vous dépensez aussi beaucoup d'argent, par exemple, pour votre santé. Mais vous payez tout le long de l'année les factures. Oui, tandis que les vacances, c'est d'un coup. Voilà, c'est d'un. Et puis l'autre chose, c'est la structure des coûts. Dans l'hôtellerie et la restauration, c'est cher, 55% des charges que nous avons, ce sont les charges de personnel. C'est un personnel qui est qualifié, il travaille avec des horaires difficiles, il a droit à un salaire décent. Si je vous dis, OK, alors vous payez moins la chambre, mais on paye moins la femme de chambre. Là, je ne sais pas si ça marcherait. Voilà, exactement. Mais est-ce que vous comprenez que quelqu'un qui fait cet exercice-là qu'on a vu puisse être un peu choqué? Parce qu'il dit, mais on a un chien. Ça me coûte plus cher à moi qui suis suisse qu'à quelqu'un qui vient de l'étranger. Alors, on nous dit, passez vos vacances au pays, etc., etc., mais bon. Je peux comprendre dans ce cas, mais il y a tellement encore d'autres offres. Vous pouvez aller en auberge de jeunesse, vous pouvez faire les villages RECA, et vous pouvez aussi visiter des destinations qui sont moins connues et profiter de voyager en Suisse dans des lieux qui sont moins connus et dont les offres sont meilleur marché. Donc, et il y en a pour tout le monde. Ce que vous dites, Christophe, c'est que même en Suisse, on peut faire des vacances pas trop chères. Des très belles vacances pas trop chères, et c'est l'occasion ou jamais de redécouvrir son pays cet été. Très bien, ce sera le mot de la fin. En tout cas, Christophe Hans, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau et je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Merci. On l'a vu tout à l'heure, à Gruyère et dans tous les sites touristiques suisses, on craint par-dessus tout qu'à cause de cette fichue crise du coronavirus, les visiteurs étrangers ne fassent faux bond cette année. Eh bien, en Espagne, sur la Costa Brava, c'est l'absence des touristes suisses que l'on redoute. Jean Gordillo s'est rendu dans la station balnéaire de Tossa de Mar. Là-bas, les touristes suisses, c'est un peu comme Godot. On les attend sans savoir s'ils vont arriver. Sous les palmiers, une plage aux allures d'île déserte. Des eaux turquoises et cristallines. Nous ne sommes pourtant qu'à 7 heures de route de Genève, sur la Costa Brava, la côte sauvage espagnole, surnommée ici la Caraïbe catalane. Regarde comme elle est la mer. Ouais, c'est notre petit paradis ici. C'est dans cette crique, appelée Cala Giverola, que Gabi et Patrick se sont installés il y a 12 ans. Ouais, elle est bonne et puis elle est toute claire, toute belle. Hein. Patrick est originaire de Neuchâtel. Avec Gabi, il dirige un complexe hôtelier dont 90% de la clientèle est étrangère. Mais cette année, avec le coronavirus, les touristes n'ont pas pu traverser les frontières. L'hôtel est encore fermé. Aucun des 211 appartements n'est occupé. Personne pour profiter des activités du toboggan ou des transats. Un linge, 2 linges. Patrick passe son temps à compter. 2. Avec le Covid, ils doivent s'adapter aux nouvelles normes sanitaires. Tu vois un petit peu ce que ça fait, quoi, si comme ça doit être réparti. Sur la plage, il faut respecter 2 mètres de distance. Ouais. La plage toute seule, pour nous tout seuls. Ça, on va pas voir souvent. Même s'ils en rient, le couple s'inquiète de la fréquentation. Maintenant, il manque seulement le transat. Et les clients. Et les clients. La chose la plus importante. Ouais. Des clients attendus dès le 1er juillet, date à laquelle l'hôtel ouvrira ses portes. Il reste quelques semaines pour tout préparer. Qu'on nettoie, désinfecter toutes les chaises. 50% de la clientèle est suisse et apprécie le côté helvétique de l'hôtel, avec un funiculaire pour remonter la colline. Pas de quoi. Il faudra, ceux qui veulent l'employer devront mettre le masque, je pense. Pour éviter de devoir faire les escaliers, il y a un funiculaire construit il y a 32 ans, Fonroll. Qualité suisse, on reste au pays. Construit par 3 amis suisses, cela fait 32 ans que l'hôtel surplombe la côte catalane. Cette année, la salle à manger a fait peau neuve, avec plus de 2 millions de francs d'investissement. Patrick l'imaginait déjà en salle comble, il ne cache pas sa déception. Suivant la saison, on peut arriver jusqu'à 600 demi-pensions.
Mais cette année, je pense qu'on va être autour des 300 personnes par là autour. C'est une année très compliquée, je dirais. Que bien campeones! À chaque saison, 160 personnes sont employées sur le site. Une centaine venaient juste d'embaucher en mars, quand la pandémie a tout arrêté. Ils se font aussi bien sûr du souci, beaucoup ne travaillent pas en hiver, donc ils sont impatients de recommencer. On espère qu'à partir du 1er juillet, qu'on a prévu de rouvrir, que vraiment ça démarre et qu'on ait des réservations. À Tossa de Mar, à quelques kilomètres de là, la petite ville attend aussi impatiemment le retour des touristes. Habituellement bondées, les plages et ruelles sont désertes. Les restaurants rouvrent peu à peu. Le virus va jusqu'à changer la façon de manger des Espagnols. Si les tapas sont toujours là, elles ne doivent plus se partager. Ce n'est plus permis. Chacun doit avoir ses couverts et on ne partage plus. Éventuellement, on peut avoir un plat central, mais on recommande de ne plus partager ni d'aller piocher dans les assiettes des autres comme avant. Mais dans les faits, difficile de renoncer à partager son assiette. On est de la même famille. Alors, on partage plus facilement. Oui, en fait, on n'a pas changé grand-chose. Les restaurateurs se veulent rassurants. Plus de tapas au bar, moins de tables en terrasse, port du masque obligatoire pour le personnel et tout désinfecté après chaque passage. Impossible de se priver du tourisme. C'est l'un des piliers de l'économie espagnole. Ici, toute la ville vit exclusivement grâce aux visiteurs, principalement étrangers. Nous avons plus de 500 entreprises, toutes liées et entièrement dédiées au tourisme. Sans ce secteur, ce serait la chute libre. Les gens d'ici sont très inquiets. Ils ne savent pas comment se passera cette saison. L'an dernier, l'Espagne a accueilli 83 millions de touristes, soit 15% de son PIB. Joan s'inquiète aussi pour son activité. Il organise des excursions pour observer les fonds marins. Et cette année, il promet aux touristes une faune exceptionnelle, bien plus importante depuis le confinement. J'ai vu des dauphins s'approcher de la côte comme jamais, des immenses bancs de poissons. Et j'ai fait un pacte avec la faune pour qu'elle reste là. Ainsi, les visiteurs pourront en profiter aussi. Retour à la Cala Giverola. Ce matin, Patrick et Gabi ont une réunion virtuelle avec leur direction à Berne pour faire le point sur les réservations. Le passage des frontières a été assoupli, mais ici la population se sent encore en insécurité après les dernières annonces. Les Suisses vont certainement attendre encore un peu, mais ils feront le retour à l'étranger quand ce sera sans risque. Et pour que les clients soient totalement rassurés, ainsi que le personnel, une ultime réunion Covid est organisée. Patrick n'a pas lésiné sur les protections sanitaires. On met la main là et ça sort automatiquement. Donc pas besoin d'appuyer. Ça évite le contact et de se contaminer. Télécommande plastifiée, thermomètre infrarouge. Les employés découvrent les nouveaux ustensiles qui deviendront la norme. Et pour la réception, une vitre de protection. C'est au restaurant que ça se complique. Avec l'accès au buffet. Patrick doit adapter la formule. On se désinfecte les mains, on met un masque et après on peut circuler autour du buffet. Et tu peux circuler en restant à 2 mètres. C'est reparti pour les mesures. Le casse-tête, c'est qu'il faut qu'il y ait 2 mètres d'espace entre les clients. On a décidé de faire obligatoire de se mettre le masque, désinfecter les mains en rentrant. Il y a quelqu'un qui contrôlera. Et ensuite, les clients vont se servir beaucoup de choses en portions, le plus possible. Désormais, tout est prêt, mais encore bien vide. Si l'hôtel ouvre avec 4 mois de retard, Gabi et Patrick espèrent pouvoir sauver une partie de leur saison. Ils ont hâte de partager au plus vite leur petit coin de paradis.
Le poids des mots, le choc des photos. Le célèbre slogan de l'hebdomadaire français Paris Match a été inventé en 1978, mais il est toujours d'actualité aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux et du tourisme de masse. La preuve, la publication d'une simple photo de vacances sur Instagram peut s'avérer dévastatrice. Démonstration avec notre chroniqueuse Leïla Roli. C'est quoi encore le problème avec les photos de vacances? Autrefois, si tu voulais montrer tes photos de vacances, fallait de 1. Faire développer la pellicule en espérant y trouver des photos réussies, et de 2. Organiser une soirée diapo. Pour ton entourage, c'était un supplice, mais au moins ces séances étaient plutôt rares. Aujourd'hui, voyage, resto, contrôle dentaire ou pause WC, chaque moment de vie finit sur la toile. Ce sont ainsi 100 millions de photos et vidéos qui sont publiées chaque jour, rien que sur Instagram. Et Internet, les smartphones, ça pollue, c'est ça? Ça, c'est évident. Mais là, je vais te parler de l'influence de spots et des répercussions liées à la publication de photos et à la géolocalisation de lieux jusqu'alors préservés. Avec Internet, n'importe quelle plage sauvage ou ruelle originale peut devenir la nouvelle attraction touristique, souvent juste le temps d'un cliché avant de s'en aller. C'est vrai, aujourd'hui, même un abribus peut devenir célèbre. C'était prévisible, ce gigantesque album photo virtuel est devenu source de profit, où les clichés de vacances sont de la réclame à peine déguisée. On voit des influenceurs voyage monétiser leur shooting photo dans des lieux remarquables, avec pour conséquence, souvent volontaire mais pas toujours, d'y faire affluer les foules. Le phénomène a pris tant d'ampleur que certains sites ont dû être interdits d'accès afin de les préserver, comme Maya Bay en Thaïlande, rendu célèbre par le film La Plage avec Leonardo DiCaprio, où jusqu'à 5000 visiteurs pouvaient débarquer chaque jour pour n'y rester qu'une petite heure. Oh, ce film a 20 ans, c'est quand même pas la faute de Léo. Non, pas directement. Mais les publications d'influenceurs combinées à celles de millions de touristes anonymes qui y ont défilé depuis ont fait effet boule de neige, attirant toujours plus de curieux. Tout aussi alarmant, des réserves naturelles demandent désormais aux visiteurs de ne plus géolocaliser les photos d'animaux afin de les préserver des braconniers. Et en Suisse? En 2017, une vidéo qualifiant le Val Verzasca de Maldives suisse, qui cumulait plusieurs millions de vues sur Facebook, a provoqué un véritable raz-de-marée touristique au Tessin. Le creux du vent, l'étang de la Gruère, l'auberge de montagne Escher, la Suisse regorge de coins instagrammables qui font un carton sur le net aux grandes dames des habitants de ces régions. Ouais, pour vivre heureux, vivons cachés. Ah ça, y a pas photo. En particulier lorsqu'il s'agit de sites naturels, mieux vaut ne rien publier ou alors rester vague dans la géolocalisation. Mais les réseaux sociaux sont capables du pire comme du meilleur et à l'inverse, conseiller un chouette resto ou une petite auberge familiale à son audience, surtout en ces temps, peut contribuer à donner un coup de pouce bienvenu à ces établissements. Cet été, vous partirez peut-être en vacances en voiture, mais pour minimiser l'impact sur l'environnement, vous avez opté pour un véhicule pas trop gourmand en carburant. Et pourquoi pas un modèle hybride à essence et électrique. Pour éviter quelques mauvaises surprises, mieux vaut ne pas se laisser subjuguer par les publicités qui vantent l'autonomie électrique de ces véhicules. Elles sont, disons, un brin optimistes. Une famille genevoise en a fait l'expérience. Andrea Gringeri l'a rencontrée. Leur ancienne voiture tombée en panne, la famille Mourel se retrouve début 2019 sans véhicule. Un achat s'impose et dans un souci de respecter l'environnement, le choix s'oriente vers un modèle hybride. On a commencé à chercher rapidement, dans l'urgence, et on est tombé sur un véhicule BMW, l'Active Tourer, un véhicule qui correspondait à nos besoins familiaux. Et on se dit, mais pourquoi pas? Et très rapidement, on a été enchanté par rapport à ce qui nous était présenté. 41 km d'autonomie de batterie, ça nous semblait tout à fait cohérent au vu des déplacements que ma femme fait chaque jour, puisque c'est elle la principale utilisatrice. Elle fait 26 km aller-retour pour aller sur son lieu de travail, donc on s'est dit, à 41 km, on sera pile dedans, et vraiment on pourra rouler en 100% électrique, sans émission de CO2. Un véhicule pour 5, avec des abonnements de transport en commun, des vélos. On s'est dit que quelque part, on faisait quelque chose de responsable et de durable. Les modèles 100% électriques étaient soit trop chers, ou alors moins flexibles pour les besoins de la famille. L'option choisie permet, après quelques heures de charge, une autonomie électrique de 41 km, tout en gardant un moteur thermique pour des trajets plus longs. Une solution en apparence idéale. Madame Mourel a même de la marge en théorie. Sa routine quotidienne entre son travail et ses enfants
oscille entre 30 et 35 km. Mais avant même d'avoir pu compléter l'aller-retour, un étonnant message s'affiche. Concrètement, il s'est passé quoi là? Et là, le signe, c'était qu'elle passe à l'essence. Et ça arrive après combien de kilomètres quand votre voiture elle est complètement chargée? Ça arrive au bout de... C'est la moyenne de charge que j'ai par jour, c'est entre... Ça varie de 27 au maximum 31 km. Et c'est assez pour ce dont vous avez besoin? Pas du tout. Et c'est étonnant parce que cette voiture vous a dit qu'elle devait faire 40 km, ça veut dire que vous n'arrivez pas à les faire. Ça, c'est hors de question. 40 km en électrique, c'était jamais vu. Constatant pendant de nombreux mois que les 41 km promis restent inaccessibles, nos témoins essaient d'interpeller le concessionnaire et le constructeur. Après divers courriers, BMW finit par donner une explication. La BMW 225 XE Active Tourer atteint une autonomie purement électrique de 41 km, valeur d'homologation. L'expérience a cependant montré que selon le style de conduite, le véhicule a une autonomie proche du client entre 20 et 30 km. Pour BMW, il est donc tout à fait normal d'avoir une autonomie réelle qui peut s'avérer 50% plus basse que celle annoncée. À aucun moment, il nous a été dit que l'autonomie pouvait être différentes. Dans les documents que nous avons signés pour l'acquisition du véhicule, dans le descriptif du véhicule, il n'est fait mention de quoi que ce soit par rapport à une limitation potentielle de la charge de la batterie. La publicité de BMW pour ce modèle est sans équivoque. In this pure electric mode, the maximum range is 41 km or 25 miles. Mais comment sont calculés ces kilomètres annoncés ? La voiture subit une procédure standardisée qui correspond à une norme européenne. Le test a lieu en laboratoire, sur un banc à rouleaux. Les pneus sont surgonflés pour limiter la résistance, la température est optimisée entre 20 et 30 degrés, la géométrie des roues est réglée au millimètre, la climatisation et toutes autres options sont éteintes. Autant dire que l'autonomie obtenue ici est difficilement reproductible sur route. C'est sûr que les publicités aujourd'hui vous donnent une autonomie qui est théorique, qui est effectuée en laboratoire. Elle ne correspond pas forcément à la réalité, à celle que vous allez obtenir en conduisant dans des conditions réelles. L'utilité des tests et donc des valeurs qui en résultent est de donner une orientation à un consommateur, d'être donc une valeur de référence identique pour tous les véhicules pour pouvoir ensuite orienter son choix et acheter une voiture plutôt qu'une autre. Un nouveau test censé être plus proche de la réalité est aujourd'hui en vigueur. Mais il est toujours effectué en laboratoire et l'autonomie reste largement surestimée. La situation n'est pas satisfaisante à 100% car elle ne reflète pas la réalité. Il faut déduire de 20 à 25% pour se rapprocher d'une valeur réelle qu'on atteindra tous les jours dans la circulation qu'on affronte. Un test standardisé permet certes des comparaisons, mais le bas blesse quand le consommateur n'est jamais mis au courant de l'autonomie réelle. Au moment d'acheter la voiture, qu'on nous dise clairement et de manière factuelle, 41 km, c'est du marketing. La réalité du terrain, c'est 20 à 30 km. Là, du coup, on aurait été informé. Évidemment, cela n'a pas été fait, puisque à 20 et 30 km en zone urbaine, personne n'achèterait ce type de véhicule.